à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. Nous commencerons cette édition avec la compagnie des ballets de Monte-Carlo qui se produisait au château de Versailles. Nous parlerons antidopage avec une signature organisée au Yacht Club de Monaco. Nous reviendrons sur la journée Happy Day en principauté. Et enfin, nous parlerons culture avec une exposition proposée par Air France au Grimaldi Forum. En ouverture de ce journal, direction le château de Versailles où se produisait la compagnie des ballets de Monte-Carlo dans le cadre des Nuits de l'Orangerie. Le classique Roméo et Juliette a véritablement envoûté les spectateurs. José Sacré vous en dit plus. Après 36 heures de suspense dû aux conditions météo exécrables qui ont entraîné la suppression de la répétition générale et l'organisation de la classe quotidienne des danseurs à l'intérieur des bâtiments de l'Orangerie, finalement, les spectacles ont eu lieu. Dans l'architecture splendide du château de Versailles, la compagnie des ballets de Monte-Carlo, invitée des Nuits de l'Orangerie, a présenté Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot. Là, quand même, c'est très particulier parce que c'est Versailles. C'est ces jardins absolument sublimes dans ce lieu qui finalement est un peu l'origine de la danse, car Louis XIV nous a offert la reconnaissance finalement de cet art chorégraphique en créant l'Académie de musique puis l'Académie de la danse qui deviendront le futur Opéra de Paris, en formulant de manière précise la technique de la danse, en inventant toute une relation à lui-même lorsqu'il dansait, d'où on nomme aujourd'hui tout le vocabulaire de la danse, écarté, effacé, c'est toujours effacé vis-à-vis du roi, écarté vis-à-vis du roi. Ces fameux pas qu'on appelle le royal, qui a été inventé par le roi, qui était un petit battement l'un derrière l'autre. Il y a donc quand même il y a une histoire, il y a une mémoire qui fait que c'est pas vraiment un lieu comme les autres. Je crois qu'avec les ballets de Monte-Carlo, il y a une exigence de la danse, une qualité de la compagnie, une force du répertoire et une vision d'un chorégraphe qui, quelque part, sont assez exceptionnelles dans notre pays. Alors, il y a bien sûr d'autres compagnies de danse, mais je crois que ce soir, nous avons peut-être l'une des premières. Je ne suis pas dans la classification parce que le premier, ça dépend évidemment du soir et du spectacle. Mais je crois que c'est important. Versailles, c'est un niveau... en architecture, en histoire de l'art, peut-être le premier dans notre pays et un des premiers au monde, avec des visiteurs qui viennent vraiment de partout maintenant pour admirer la qualité, la perfection. Et ce qui, dans les ballets de Monte-Carlo, peut faire écho à tout cela, eh bien, je crois que c'est leur quotidien. Et c'est l'exigence que ces danseurs ont les uns pour les autres et pour les pièces qu'ils interprètent sous la férule de leur magnifique et pétulant chorégraphe et directeur. Plus de 6000 spectateurs ont assisté aux représentations de Roméo et Juliette dans les jardins du château de Versailles. Ils ont apprécié et longuement applaudi les artistes des ballets de Monte-Carlo qui, une fois encore, ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions difficiles. La scène était humide, glissante, dangereuse. Nous reviendrons dans un prochain magazine sur cet événement important pour la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Retour en principauté avec cette convention qui vient d'être signée entre le gouvernement princier et le comité monégasque antidopage. Cette structure est devenue un organisme de droit privé totalement indépendant. Cette signature a eu lieu au Yacht Club de Monaco dans le cadre de la journée olympique. Sous l'égide du CMA et du comité olympique monégasque, cette manifestation de sensibilisation dans la lutte contre le dopage a réuni de nombreux responsables de fédérations sportives, entraîneurs et athlètes autour du souverain. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président du CMA et le ministre d'État. Un mot sur les Jeux européens à Bakou. Vous avez pu suivre l'aventure des athlètes monégasques en Azerbaïdjan sur notre antenne, aussi bien en plongeon, en cyclisme ou encore en athlétisme. Deux athlètes sont encore en lice. Il s'agit de Yann Sicardi et de Cédric Bessy. Le premier concourait ce jeudi dans la catégorie des moins de 60 kg. Eh bien, il a perdu au premier tour de la compétition sur Wazari face au Biélorusse Bajirov. Cédric Bessy fera son entrée sur le tatami ce vendredi. Son parcours à Bakou sera bien évidemment à suivre sur Monaco Info.
Et restons dans le domaine sportif avec le Jumping International de Monte-Carlo qui a débuté ce jeudi. Les vedettes équines sont arrivées sur le port Hercule dès mercredi. Quelques 200 chevaux se sont installés et se préparent aux différentes compétitions. L'épreuve fête de plus cette année son 20e anniversaire. Les meilleurs cavaliers au monde seront réunis sur 3 jours jusqu'au 27 juin. Au chapitre environnement, la Principauté a tout récemment participé aux journées Happy Days. Cet événement était organisé par les apiculteurs de l'UNAF. L'occasion pour les enfants de voir comment les abeilles fabriquent le miel. Le récit de Dominique Poulain. Les abeilles étaient à l'honneur sur l'espace vert du toit du musée des timbres et des monnaies de Monaco, à Fontvieille, à l'occasion des journées Happy Days. Journée organisée par l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française, dans une soixantaine de villes. Un programme de sensibilisation pour mieux connaître et comprendre le rôle de cet insecte. À cette occasion, les élèves de CM2 de l'école des Révoirs ont pu découvrir le processus d'extraction du miel. C'est en 2011 que les premières ruches ont été installées à Fontvieille. Cette année-là, il y en avait 6. Aujourd'hui, on en compte une dizaine. Chacune accueille entre 50 000 et 70 000 abeilles. Des abeilles qui, visiblement, se plaisent à Monaco de par les variétés florales. Les abeilles ont à leur disposition une large gamme de végétaux où elles peuvent aller butiner. Donc on retrouve dans les analyses du miel que l'on fait régulièrement toute une panoplie de végétaux et de pollen qui sont assez exceptionnels par rapport à des miels classiques comme de châtaigniers, etc. Ce sont vraiment chez nous des miels toutes fleurs et qui se rapprochent plus de miels à tendance exotique ou semi-exotique que des miels traditionnels que l'on peut retrouver dans les Alpes ou dans les vallées de la Tinée ou de la Vésubie. Tout ça grâce à la diversité des végétaux qu'on a en place et à des floraisons qui sont très échelonnées, du début janvier toute l'année. Donc nos abeilles arrivent à trouver de la nourriture 12 mois par an. Donc elles travaillent régulièrement, c'est ce qui fait qu'on a une variété de miel qui est très, très hétérogène. Des ateliers ont aussi permis aux élèves de voir comment les abeilles fabriquent leur miel, comment on le récolte et comment on le traite avant sa mise en pot. Les ruches de Fontvieille permettent 2 récoltes par an, une en juin et une en septembre. Chaque année, ce sont environ 70 kg de miel qui sont produits. Les récoltes sont variables suivant les années, suivant les conditions climatiques et surtout suivant les agressions qu'on peut avoir. L'an dernier, par exemple, avec le frelon asiatique, on a eu des ruches qui étaient très perturbées, donc la récolte a été moindre. Par contre, cette année, pour l'instant, le frelon n'est pas encore présent. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir récolter une petite trentaine de kilos. Et on aura une autre récolte qui se fera au mois de septembre. Donc qui risque d'être un peu plus importante puisqu'on va cette fois-ci en septembre récolter le corps des ruches, donc avec des cadres plus gros en surface. Donc on devrait, si tout se passe bien, avoisiner les 60 ou 70 kilos pour l'année. À la fin de la journée, les élèves sont repartis avec leur petit pot de miel. Un miel qui n'est pas commercialisé, il est réservé aux autorités et aux invités de la Principauté. Côté culture à présent, le Grimaldi Forum accueille une exposition pour le moins originale, un moment exceptionnel pour découvrir l'art du voyage à la française par Air France. Anthony Micou vous en dit plus. L'exposition Air France atterrit à Monaco. Après des escales à Shanghai, New York, Paris ou Singapour, elle dévoile ce qu'est un voyage à la française. Immergé dans son univers avec des ambiances imaginées par les plus grands designers, il s'agit avant tout d'une opération reconquête en principauté. En termes d'image, en termes de communication, en termes de présence commerciale, on a été relativement absent pendant une dizaine d'années pour des raisons diverses et variées. Il nous est apparu important de revenir et donc maintenant ça fait 1 an et demi que on revient sur ce marché monégasque. Et ça prend du temps parce que je dirais il faut démontrer aux clients, aux partenaires que je dirais on leur amène des solutions qui peuvent répondre à leurs attentes. Ces derniers mois, la compagnie française a changé de ton en se repositionnant vers l'international. Toujours élégante, elle se veut dynamique et moderne. Avec le service La Première, les clients disposent à présent d'une véritable suite haute couture. En cours de vol, sur simple demande du passager, les membres d'équipage peuvent installer un matelas sur le fauteuil qui se décline alors en lit. Des rideaux épais permettent même de s'isoler. Tout a été imaginé pour s'endormir dans les nuages.
Là, avec ces nouvelles cabines, que ce soit en première, en business, même en économie où le siège a été aussi renouvelé avec plus d'espace au niveau des jambes, on atteint vraiment le niveau des meilleurs. Il reste toujours des choses à faire, mais je crois que là, on est vraiment redevenu parmi les meilleurs du marché. C'est aussi beaucoup d'efforts sur les salons, le service au sol, toute la partie digitale, l'enregistrement en ligne, faciliter vraiment le voyage du client pour qu'il retrouve plaisir à voyager, qu'on gomme au maximum ses contraintes, qu'ils soient en famille, seuls, qu'ils soient en économie, en première ou en business. Cette montée en gamme, elle évolue pour tous, pour tous nos clients. En classe affaires, c'est un cocon en plein ciel qui attend les voyageurs avec un siège qui s'adapte à la morphologie de chacun. Pour cette nouvelle cabine long courrier, Air France fait partie des lauréats des Janus décernés par l'Institut français du design. Et dans le reste de l'actualité monégasque, la salle Garnier accueillera le Jeune Orchestre International de Monte-Carlo ce dimanche dès 20h. Initié au sein de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo par Maître Gelmetti, ce jeune orchestre permet aujourd'hui aux meilleurs étudiants d'Europe d'accéder à une formation orchestrale de haut niveau. D'une formation à une autre, direction l'Hôtel de Paris où l'École internationale a procédé à sa traditionnelle remise de diplôme. Vous le voyez à l'image, le souverain ainsi que plusieurs personnalités étaient présents à l'événement. Et pour terminer ce journal, retour sur les festivités de la Saint-Jean qui se sont déroulées dans les rues de la Principauté pour s'achever entre l'église Saint-Charles et la place des Moulins. Selon la tradition répandue, la Saint-Jean est une fête de feu et de lumière. En Principauté, le feu de joie est allumé le 23 juin au soir sur la place du Palais et dans la nuit du 24 juin sur la place des Moulins. Des groupes folkloriques dont la Palladienne de Monaco ont de plus animé la célébration. Voici à présent la météo pour ces prochains jours. Vendredi, quelques nuages au programme avec des températures allant de 22 à 28 degrés. Samedi, un temps assez nuageux et un mercure pratiquement identique à la veille. Dimanche, retour du soleil avec un thermomètre allant de 22 à 27 degrés. Et enfin lundi, un début de semaine ensoleillé avec une maximale de 27 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.